Salut à tous, bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre amie. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent, et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant: intelligence artificielle et éthique dans la publicité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi brûlant que votre téléphone après 3 heures sur TikTok, à savoir l'IA et l'éthique dans la publicité. Dans un monde où vos appareils savent probablement plus de choses sur vous que votre mère, nous nous demandons où traçons-nous la ligne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux que certains jugent troubles de la publicité ciblée, notamment pour répondre à une question désormais séculaire. Est-ce que mon smartphone m'écoute ou est-ce que l'IA est juste trop douée pour prétendre vouloir mon propre bien via la proposition de multiples produits et services? Préparez-vous à un débat ouvert avec des pistes de réponse autour de l'éthique en publicité à l'ère de l'IA. Parmi nos invités cette semaine, Jean-Pierre Levieux, consultant expert en marketing digital, Loïc Rivière, président de Insight et fondateur du think tank The Good for Advertising. Mais avant toute chose, place, comme d'habitude, place à notre chroniqueur expert en intelligence artificielle, Alexandre Stopnicki, pour le Focus IA de la semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une technologie IA qui a retenu ton attention, c'est Perplexity. Tout à fait Michel. Donc j'ai envie de vous présenter Perplexity. C'est une IA qui préfigure l'accès à une nouvelle génération de moteurs de recherche renforcés par l'intelligence artificielle. Donc Perplexity se positionne comme une alternative à ChatGPT pour tous les professionnels du digital, de la publicité, mais également pour toutes sortes d'autres métiers. Alors à qui doit-on cette innovation ? Alors on la doit à Aravind Srinivas, qui a travaillé chez DeepMind, chez Google, chez OpenAI, vous savez, la société de ChatGPT. Donc Perplexity a déjà levé au total 102,3 millions de dollars pour une valorisation proche du $1 milliard, ce qui en fait une nouvelle licorne. C'est clair. De plus, cette start-up est soutenue par une personnalité incontournable du numérique. Je veux parler de l'iconique Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Alors je précise le fondateur d'Amazon parce que j'imagine que ceux qui n'habiteraient pas sur la planète Terre ne le connaîtraient pas, et uniquement eux. Le site de Perplexity a rapidement atteint les 10 millions d'utilisateurs mensuels. Et pourquoi cet engouement si rapide ? Que propose l'application ? Alors imaginez que vous puissiez interroger une IA sur les dernières tendances du marketing numérique et obtenir des réponses précises, avec en plus des liens Internet permettant de vérifier les sources d'informations. Avec les IA, nous pouvons parfois être victimes de ce qu'on appelle des hallucinations. En effet, ces IA sont capables de nous présenter des informations totalement fausses, avec tant de conviction et d'aplomb que nous pourrions y croire. Perplexity permet de réduire drastiquement les hallucinations. Et concernant les hallucinations des IA, est-ce que tu penses que Perplexity a trouvé la solution ou une solution ? En effet, cette IA vous propose des liens dans sa réponse, vous donnant ainsi l'opportunité de vérifier la véracité de ses propos. C'est donc une solution efficace, notamment pour faire de la veille. Alors c'est un formidable outil aussi pour dire adieu au syndrome de la page blanche ? Avec cette IA, il n'est plus nécessaire d'être inspiré pour rédiger vos prompts. Vous savez, les fameux textes qui permettent de dialoguer avec une IA. En effet, Perplexity vous propose des questions pertinentes qui préviennent d'une mauvaise rédaction de prompt et servent également de source d'inspiration. En bonus, et pour plus de liberté, vous avez la possibilité de choisir votre modèle de langage préféré parmi les plus populaires. La conquête du marché de la recherche est un défi audacieux qui commence ici à être relevé et qui, sans aucun doute,
poussera les concurrents à évoluer. Je vous pose donc la question, croyez-vous que cette entreprise pourrait véritablement révolutionner notre façon de chercher des informations sur Internet ? L'avenir nous le dira. Merci Alexandre. Place maintenant à notre débat de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce second numéro de The Artificial Intelligence Society avec deux parrains bis, on va dire, que sont Loïc ici présent, Loïc Rivière. Merci d'être là et de nous apporter ta vision autour d'un sujet brûlant qui est l'éthique dans la publicité à l'ère de l'IA. Et toi Jean-Pierre Levieux, on se connaît depuis pas mal de temps puisque grâce à toi j'ai rejoint en 98 Microsoft à l'époque où je travaillais chez Libération et nous nous sommes connus à l'époque où toi tu travaillais pour Régie Online qui était la première régie avant celle de monsieur Alexandre Stopnicki ici présent Numériland. Donc on parle un petit peu entre vétérans de la publicité digitale. Donc en tout cas merci Jean-Pierre d'être là. Et l'objectif effectivement c'est de parler avec Alexandre ici présent qui vous posera des questions ou en tout cas de vous demandera des précisions sur vos différentes interventions, de parler donc d'éthique à l'ère de l'IA et d'éthique dans la publicité précisément. Et pour commencer, Loïc, première question auquel tu répondras juste après Jean-Pierre. D'après toi, quelles sont les préoccupations éthiques principales liées à l'utilisation de l'IA dans la publicité ? Ok, je voudrais d'abord te remercier pour cette initiative. C'est vraiment le sujet disruptif en ce moment dans le monde du marketing digital et de la publicité, l'IA. Donc c'est une excellente initiative. Écoute, j'en vois trois risques éthiques principaux. Le premier est lié, et c'est le revers du micro-ciblage et de l'hyper-personnalisation, c'est ce que ça peut donner en termes de manipulation et de désinformation. Je ne sais pas si tu as vu, mais Midjourney, depuis une dizaine de jours, interdit les prompts avec le terme Joe Biden et le terme Donald Trump, parce qu'on est en campagne électorale, que cette campagne électorale, on l'a vu avec la précédente, va être transpercée de messages de désinformation, de complotisme et autres. Et aujourd'hui, il y a une prudence des entreprises avec ça. On a bien connu aussi l'affaire Cambridge Analytica. C'était pas de l'IA, mais c'était du micro-ciblage à partir de données personnelles. Donc ça, c'est un risque majeur sur lequel les entreprises travaillent et prennent des précautions comme Cambridge Analytica. Le deuxième, c'est la discrimination. C'est le risque de discrimination parce que derrière un algorithme, en fait, il y a toujours un humain qui lui, est faillible. Et puis, derrière un algorithme d'IA, finalement, il ne fait aussi que reprendre une base de données existante. Et si cette base comporte des biais de discrimination, eh ben, elle ne fera que le reproduire. Voilà. En tout cas, ça, c'est un chantier à adresser. Et puis, le dernier risque, le troisième, je pense que c'est la protection de certains publics. Là aussi, c'est un peu le revers du micro-ciblage. On peut cibler plus facilement un certain nombre de publics, des publics plus manipulables, mais aussi plus fragiles. Là, je pense aux mineurs. Mineurs, qui est une cible traditionnellement très appréciée des gens du marketing, parce qu'ils sont un peu prescripteurs de consommation, comme tu le sais. Et là, la régulation européenne a décidé de prendre les devants en interdisant, dans le cadre du DSA, tu sais, ce texte européen qui régule les services numériques, d'interdire le ciblage en matière publicitaire des mineurs. Merci Loïc. Jean-Pierre, à l'instant, Loïc vient de nous parler de trois items assez clés en termes d'éthique en ce qui concerne justement l'IA dans le domaine de la publicité. Quelle est ta vision ? Alors, ces trois points-là, évidemment, ils sont fondamentaux. Peut-être je vais focaliser sur peut-être quelques autres points. Parce que la question, elle est à la fois très simple et très compliquée. Simple parce que finalement, quand on parle d'éthique, on parle de la façon dont nous-mêmes on se comporte en termes d'éthique. L'intelligence artificielle, si vous voulez l'appeler intelligence artificielle ou intelligence augmentée, in fine, en fait, c'est un humain avec des outils. Donc le problème, c'est pas le marteau, c'est la personne qui le tient. Donc finalement, en termes d'éthique, on peut s'appliquer des choses de bon sens, qui est je ne vais pas utiliser l'intelligence artificielle à des fins qui ne seraient pas en lien avec des valeurs d'éthique à titre personnel, des choses je ne ferai pas sur
l'intelligence artificielle, ce que je ne ferais pas dans la vie réelle à quelqu'un. Ça, c'est un premier point. C'est la partie un peu simple. La partie compliquée, c'est que ça se développe à une vitesse tellement folle, les cas d'usage. Alors, effectivement, on a maintenant, pour être sur une approche optimiste, à la fois l'IA Act, qui pose un certain nombre de jalons, et qui est aussi le retour d'expériences d'accidents ou de pratiques peu recommandables. Et il y a aussi le serment de Turing, qui a été initié il y a quelques temps, et notamment par Grégory Renard et quelques autres, qui posent aussi le cadre auquel on peut se référer. Donc moi, je vois plutôt des opportunités pour repositionner les valeurs humaines, la courtoisie de base, le savoir-vivre de base, et sur la partie savoir-faire, peut-être bien valider qu'on va le rendre accessible à tout le monde. Parce qu'entre ceux qui vont maîtriser, ceux qui ne vont pas le maîtriser, on peut se retrouver avec une fracture dans les jobs, on peut se retrouver avec une fracture sociale, sociétale, on peut créer le chaos dans des entreprises. Et je pense que c'est un point de vigilance sur lequel l'ensemble des patrons d'entreprise et des patrons et des patronnes RH doivent se poser en ce moment. Merci Jean-Pierre. Ce que je retiens sur ce que vous avez dit, c'est qu'il faut retourner à des valeurs humaines, enfin trouver entre guillemets, valeurs humaines, qui encadre l'usage de l'intelligence artificielle. Il faudrait trouver une sorte de 10 commandements, sans faire dans le biblique, des 10 commandements de l'éthique de l'usage de l'IA en publicité et ailleurs, puisqu'on a parlé de chaos au niveau de la société au sens large. Alexandre, ce que viennent de nous dire nos invités, qu'est-ce que ça évoque pour toi, et surtout, est-ce que tu as peut-être des questions à leur poser en complément de ce qu'ils viennent de nous proposer? Mais la question, ça serait, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer une IA qui soit un peu plus éthique et qui servirait peut-être de modèle, de référence, et qu'on pourrait plugger par une API dans toutes les IA qu'on utilise? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusque-là? C'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle qui nous donnerait des consignes, des règles, et qui serait entraînée correctement pour qu'elle ne nous dise pas de bêtises? Les règles, en fait, il y en a 8. Finalement, qui sont déjà édictées. Mais ce point, il est super intéressant parce que l'IA, elle est paramétrable. Donc, on peut la paramétrer dans le sens pour nous identifier des points d'alerte, identifier des pratiques qui ne seraient pas cohérentes, sans pour autant lisser ce qui fait la force de la pensée humaine et ce qui fait notre singularité en tant qu'individu derrière. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un outil. Et puis c'est un outil qui se base sur un corpus de données, un dataset existant, et que un outil, par définition, c'est amoral. C'est-à-dire ça n'obéit pas à un principe éthique ou à un principe moral. En revanche, comme tu le disais, là où l'IA, en tant qu'outil, peut servir un principe éthique, c'est précisément dans, par exemple, l'automatisation qu'elle propose dans ce qu'est la détection des contenus illicites, des contenus haineux, des contenus de désinformation. Et c'est finalement, un outil peut être utilisé dans le sens du mal comme dans le sens du bien, et je pense que l'IA éthique dont tu parles, c'est la capacité qu'un certain nombre d'organisations, d'entreprises auront à paramétrer, comme tu le disais, leurs IA, justement pour combattre ceux qui, au-delà des biais qu'on évoquait tout à l'heure, utiliseront l'IA à des fins négatives. Alors justement, il y a un mot qui a été assez intéressant que chacun a utilisé, donc c'est le mot de paramétrage, le fait que l'IA est paramétrable, et elle est paramétrable entre les mains d'un apprenti sorcier ou entre les mains d'un ange peut-être. Et il y a également cette notion de amoral, le fait que la tech au sens large, et l'IA en particulier, est amorale. Donc selon vous, quelles devraient être les lignes directrices éthiques pour l'utilisation de l'IA dans la création? On va parler de la création publicitaire en particulier. Selon toi, Loïc? Alors, amoral, c'est pas immoral. Non, justement, c'est amoral, c'est la notion de neutralité. Voilà. Exactement. Étranger à la morale. D'une manière générale, au sein des entreprises, la notion d'éthique est depuis de nombreuses années une notion qui monte, et qui s'est traduite également en matière de gouvernance avec l'apparition de ces comités d'éthique, l'adoption de ces normes ESG. Et donc on est quand même globalement dans une prise de conscience du rôle sociétal, du rôle civique de l'entreprise.
Ça s'est vu aussi dans les récentes lois qu'a fait passer le gouvernement en la matière. Je pense que l'IA, c'est un chantier de ce point de vue-là qui va venir se greffer comme celui du développement durable, comme celui de l'empreinte carbone dans les préoccupations éthiques des entreprises. Évidemment, pour ce qui concerne les entreprises de numérique dont l'IA est au cœur du business, se sont déjà dotés de comités d'experts, de comités d'éthique. Et ensuite, eh bien, cette notion que tu évoquais en creux d'éducation au numérique, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est paramétré par un humain. Et donc, si cet humain lui-même, il a des biais, sachant, on pourra peut-être y revenir, que l'IA elle-même, dans son processus d'apprentissage profond, comme on dit, peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations dans le monde de l'IA, c'est-à-dire produire des résultats biaisés, même en utilisant un dataset pas forcément biaisé. Voilà, c'est cette éducation au numérique et cette formation qui va faire que finalement, on va produire de plus en plus de contenu d'IA en suivant un certain nombre de règles éthiques. Merci Loïc. Jean-Pierre, sur les lignes directrices éthiques pour l'utilisation de l'IA dans la création publicitaire, selon toi, qu'est-ce que ça devrait être ? Le premier, c'est la transparence. Peut-être. Si je l'utilise, mes clients doivent savoir que je l'utilise, ils doivent l'accepter, ils doivent avoir donné leur consentement. Sujet du consentement qui prend protéiforme. Donc c'est la question de la transparence. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Sur l'utilisation d'images que je vais éventuellement modifier à partir d'images existantes, etc. Donc d'identifier les sources, de bien citer les sources. Mais en fait, tout ça, ces règles-là, elles existent déjà. L'IA ne fait simplement que l'augmenter, tout ça. Donc il y a cette notion de transparence. La notion d'éducation, effectivement, de façon très schématique, il y a une question de savoir-être qui est de dire, si moi j'ai pas un bon savoir-être, en utilisant l'IA, je vais pas forcément l'utiliser pour des bons motifs. Quitte à l'augmenter. À augmenter, parce que ça ne fait qu'augmenter les choses, en fait. Mais c'est nous qui sommes les pilotes. C'est-à-dire, par hasard, Microsoft a appelé ça copilote. Et derrière, il y a des questions de savoir-faire. Et les questions de savoir-faire, ce qui est magique, c'est qu'il y a beaucoup moins besoin qu'avant de maîtriser une technique, de suivre un cursus long d'acculturation, d'acquisition de connaissances, etc. L'utilisation de l'outil, elle peut être assez rapide. Mais elle repose, de mon point de vue, quelque chose de fantastique et de formidable. Elle nous oblige à nous recentrer sur notre pensée. Elle nous oblige à dire qu'est-ce que je veux faire, pour quelle finalité, quel usage je veux en faire, et quel impact ça va avoir, potentiellement négatif, et surtout, si possible, positif. Et cette notion nous fait rentrer dans une nouvelle ère, qui est après celle du software, que j'aime bien appeler le thinkware, qui est, en fait, c'est une formidable opportunité pour revaloriser notre pensée et d'en faire quelque chose avec des outils sur lesquels on n'a pas besoin de se former pendant des années. Je crois que c'est ça un peu peut-être... C'est clair, le sujet de transparence dont tu parlais déjà est clé. On parle d'auditabilité des algorithmes. C'est vrai que c'est une garantie, d'autant que les données qu'un algorithme d'IA utilise, c'est les données qui sont disponibles. Donc on voit depuis quelques mois, l'IA Act n'avait pas envisagé ce sujet-là, mais la question de la propriété intellectuelle intervenir, puisque les données qui sont disponibles, c'est les données qui sont dans les médias, qui sont couvertes par certains régimes de propriété intellectuelle. Donc on voit d'ailleurs des accords qui font un peu jaser en ce moment entre des grands titres de presse et des entreprises de l'IA se nouer. Voilà. Le Monde notamment, Prisa voilà. en Espagne, je crois. Donc, exactement. Peut-être que aux États-Unis. Voilà. On peut imaginer que ces accords sont sonnants et trébuchants, comme ceux qui ont accompagné la question des droits voisins. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a cet enjeu. Et puis, il y a également l'enjeu, tu en parlais un petit peu également, de la responsabilité. C'est-à-dire qui est responsable quand c'est une IA. Et je pense en particulier dans le domaine qui nous intéresse, celui du marketing digital,
celui de la publicité, cette notion de vérité du message publicitaire, etc. Cette notion de responsabilité qui est associée à cette question de transparence, cette question de vérité. Voilà, comment elle s'élabore quand finalement celui qui est responsable de la création, entre guillemets, c'est une intelligence artificielle, quoi. Voilà. Merci Loïc. Alexandre, est-ce que tu as des... Moi j'ai une question qu'on entend souvent à propos d'éthique, c'est que pour entraîner tous ces modèles, pour les utiliser, on consomme énormément d'énergie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que si le problème éthique, il est initialement faramineux à cause de l'électricité, comment vous voyez les choses? Loïc, comment tu vois les choses? Alors ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Effectivement, les calculs qui demandent des puissances de calcul extraordinaires, faut le dire, qui fait que aujourd'hui l'enjeu principal d'acquisition de puissance dans le domaine de l'IA, c'est l'acquisition précisément de GPU, ces puces qui sont des puissances développées par Nvidia en particulier, qui offrent cette puissance de calcul très importante, qui crée de fait une hiérarchisation entre les entreprises de l'IA aujourd'hui. Tout ça entraîne, crée une empreinte carbone évidente. Oui. Et donc il va falloir, ça va rendre de façon encore plus prégnante cette question d'empreinte Mais est-ce qu'il y a des carbone pistes du de numérique. solutions pour toi? Alors, il y a beaucoup de pistes qui sont élaborées en termes d'efficacité énergétique déjà au sein des data centers. D'accord. Après, ce qui est toujours très difficile quand on mesure l'empreinte carbone du numérique, alors, je ne vais pas développer, mais il y a cette question. D'ailleurs, il y a une directive en ce moment, efficacité énergétique, qui va faire l'objet de transposition dans les pays européens, qui concerne notamment les data centers, avec l'idée qu'ils réutilisent, cette obligation de réutiliser la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Cette obligation également de faire du reporting sur la façon dont ils consomment l'énergie. Donc il y a plein de mesures comme ça de régulation, d'encouragement qui se mettent en œuvre. C'est certain. Et puis après, on va peut-être retomber sur cette notion aussi qui est un peu apparue dans certaines tribunes de presse cette semaine, mais de frugalité. C'est-à-dire vraiment consommer finalement le numérique dont on a besoin avec en relation l'énergie dont on a besoin. Et là, on rentre un peu dans un débat un peu sociétal, un peu philosophique, évidemment. Merci Loïc. Jean-Pierre, par rapport à la question que pose Alexandre sur l'énergie. Peut-être, je me demande si une des solutions, pour faire évoluer les changements, généralement, il faut qu'il y ait une bonne motivation, il faut que ce soit pas trop compliqué par rapport à ce qu'on faisait avant, il y a des processus de petits pas. Je me demande si la solution, elle n'est pas à la fois dans la cybersécurité, dans la mesure où quand on interroge une IA depuis l'intérieur d'une entreprise, si on l'interroge sur l'open IA, c'est-à-dire sur l'externe, on va consommer beaucoup parce qu'on va faire énormément d'interactions. En revanche, si on est sur des configurations, on est sur des machines en local et on va interroger que sur certains types de données, déjà on va être sur des consommations beaucoup plus faibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est pour moi sur le circuit court de la donnée, sur lequel on a quelque chose un peu à corriger par rapport à ce qu'on a connu ces 10-15 dernières années avec le digital, avec multiplicité de traceurs, de données qui circulent, qui font 4 fois le tour de la planète pour qu'on puisse se parler tous les deux face à face. Enfin, on est arrivé à parfois à des choses un peu étonnantes, compliquées. On s'est dit, wow, où on est parti là. Le circuit court de la donnée, je pense, ça va être un vrai sujet. Okay. Et on a des LMM aussi qui sont de plus en plus légers, justement, et qui peuvent tenir sur les portables en local. Et c'est la nouvelle tendance de tous les LMM qui sont fournis souvent avec juste ce que c'est que un large langage modèle, c'est en fait le modèle sur lequel travaille l'intelligence artificielle. Et donc, il y en a qui sont de plus en plus légers, de façon à de consommer moins d'énergie, entre autres. Absolument. Donc, les solutions, je crois qu'elles sont là. Il faut les saisir. On peut parler de plein de choses. On voit que 10 à 20%, les plus grands experts qui font ça, qui ont commencé au moment où nous on commençait sur le digital, me disent qu'ils voient à peu près à 30-40% de ce qui va se passer. Donc il va falloir s'adapter, mais il faut faire avec ce qu'on a. Je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a, mais s'y mettre vraiment.
et en conscience et en responsabilité. Et la RSE a fait son chemin, etc. Voilà, il faut suivre le pas, intégrer l'IA là-dedans, et ça va bien se passer, je pense. Alors justement, on ne va pas quitter le volet RSE, mais j'allais dire, quand on parle d'éthique, c'est un petit peu logique aussi. Pour parler sur un domaine moins environnemental et un petit peu plus sociétal, même si l'environnement fait partie, en tout cas, des questions de société, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais j'allais dire des rapports entre chacun d'entre nous, à savoir les rapports humains, en quoi l'IA peut contribuer à réduire les biais et notamment les discriminations dans le domaine de la publicité, de ton point de vue, Loïc. Alors, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que voilà, l'IA peut être paramétrée précisément pour détecter ces contenus qui comportent qui comportent des discriminations. Alors, ça dépend ce que tu entends par discrimination. À tout type, ça peut être du point de vue du genre, que du point de vue ethnique, du point de vue également du handicap. Voilà, ça peut être tous ces sujets. Voilà, l'IA, c'est quelque chose qui est paramétré par des développeurs, des gens qui codent de l'IA. Donc, c'est pour ça que cette éducation au numérique, elle est essentielle dans l'apprentissage du coding, et ensuite la détection de ces contenus aussi, c'est là aussi où peut intervenir l'IA. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, il y a des contenus qui qui sont discriminants entre guillemets parce qu'ils véhiculent des messages de discrimination. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, c'est majeur. Et l'IA là peut jouer un rôle très important. On se doute bien qu'avec ces millions de contenus, c'est pas la modération humaine qui peut être la solution à l'endiguement de ces phénomènes. Et donc, comme pour la désinformation, voilà, il y a, on va dire, ou comme pour le hacking, si tu veux, il y a les hackers, tu vois, du bon côté. Et ben là, l'IA peut venir, voilà, exactement. L'IA peut venir contribuer à détecter ces messages, et c'est des outils qui sont très puissants de ce point de vue-là. Merci Loïc, de ton point de vue, Jean-Pierre, en ce qui concerne la manière dont l'IA peut contribuer à réduire les biais et les discriminations, tout type de discrimination dans le domaine publicitaire et de la communication. Alors, la chance qu'on a, c'est que l'IA ne crée rien, l'IA ne pense pas, l'IA n'a pas de biais cognitifs. On verra. C'est le débat. C'est un débat. On en parle après. Je serais incapable de le dire aujourd'hui. J'y crois pas aujourd'hui. Ils l'annoncent tous, hein, tu es d'accord? Ils l'annoncent tous. Oui, mais faudrait, comme dit Luc Julia, il faudrait déjà avoir réussi à modéliser ce que c'est l'intelligence humaine pour pouvoir en faire quelque chose d'artificiel. Avant qu'on la modélise, je crois qu'il va se passer encore un peu de temps, mais ça va. On ne sait pas, ça va aller un peu vite. Mais mon point, c'est que à partir du moment où on est très clair sur ce qu'on fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire, et qu'on a listé ça, les doux et les don'ts, et que ça, l'IA peut tout à fait, les outils peuvent tout à fait l'intégrer comme paramétrage, on peut s'éviter un certain nombre de choses. Ensuite, humainement, on peut absorber beaucoup moins d'informations et beaucoup moins de culture sur lesquelles il faut faire attention à ne pas discriminer. Souvent, en fait, les discriminations, elles arrivent malgré nous. C'est parce qu'on n'est pas assez cultivé sur le sujet. Ce qu'on appelle des biais. Oui. Alors, oui, il y a les biais, et puis aussi la notion de la connaissance. Si je ne sais pas que ça, dans une culture, ça veut dire c'est super, et que dans une autre culture, c'est une insulte, et que je ne l'intègre pas dans mon processus créatif, dynamique, sur lequel ça me génère des formats, etc., et c'est géré au niveau multirégional, mondial, etc., sur une copie globale, ça peut poser un problème. La plupart des créatifs sont déjà au courant de ça. Pour ceux qui nous écoutent, que tu faisais un pouce levé. Oui, pardon, parce qu'on ne le voyait pas. Oui, mais c'est pareil, la zone d'intimité, etc., je dirais, dans la culture méditerranéenne, on peut être assez proche, dans d'autres cultures, il faut être plutôt loin. Donc ces codes-là, comme on les intègre dans la créa, dans la publicité, etc., les créatifs savent le faire, mais il y a maintenant peut-être beaucoup plus de granularité là-dedans et de sensibilité légitime qui fait que l'IA peut peut-être nous aider à identifier ces points, nous les alerter pour les corriger. Après, pour revenir à sujet de l'éthique et sur cette dernière question, moi, la question qui tourne en permanence, c'est je me dis, mais comment on va rémunérer le travail demain ?
d'une façon générale, et comment dans les agences on va valoriser le travail. L'exécution de tâches faites par une machine sur des tâches répétitives et sur lesquelles, en fait, l'individu ou les personnes, et tout le monde a du talent, tout le monde a de la créativité, c'est pas une question de formation non plus, c'est ça qu'on va le valoriser. Comment on va le valoriser, ça ? Comment, aujourd'hui, on va repenser le mode de rémunération entre les annonceurs, les agences, les boîtes de prod, etc. etc. Comment, au sein de l'entreprise, on va faire gagner 30, 40, 50% peut-être de productivité sur certaines tâches. Comment ce temps, on va le réaffecter et comment on va le valoriser parce qu'il aura laissé du temps à la conversation, à la découverte, à la curiosité, à la créativité, etc. C'est un peu le sujet éthique, peut-être que je mettrai en conclusion. Oui. Du coup, quel est ton point de vue ? Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur cette très bonne question, Jean-Pierre. Moi, mon point de vue, c'est que il est un peu biaisé parce que comme je travaille plutôt dans le conseil, quand j'essaie d'évaluer combien vaut la prestation que je vais proposer, j'intègre le fait que derrière, il y a 30 ans d'expérience. Donc, voilà. Mon point de vue, c'est que on ne pourra plus véritablement rémunérer sur des tâches répétitives qu'une machine a fait en 15 secondes. En revanche, les 5 heures que l'on a passées pour réfléchir à la question qu'on a posée, les 5 heures suivantes ou les jours suivants sur lesquels ça va sédimenter la réponse, parce que l'IA ne fait que des brouillons, il ne fait pas des choses définitives, et en particulier en termes de création, il n'a pas l'œil qui frise, il y a des choses qu'il n'ose pas, etc., etc. Donc, ou en tout cas pour le moment, oui, ça progresse peut-être. Vite, hein. Mais donc c'est cette question en fait en termes d'éthique qui me dit mais quelle est la place de chacun, avec ou sans ces outils. Donc comment on fait pour que tout le monde y ait accès, et ensuite comment on valorise le talent plus que l'exécution de tâches. C'est une question que je me pose. Loïc, et après il va falloir conclure. Je pense que c'est un outil, l'IA, faut le dire et faut le redire, parce qu'on peut avoir une vision un peu fantasmée de l'IA, et que on retrouve un peu les problématiques qu'on a retrouvées avec tous les processus d'automatisation. On se posait un peu les mêmes questions quand sont arrivées au moment de la révolution industrielle les premières machines industrielles qui prenaient le job voilà. Mais c'est ce processus dit schumpeterien, tu sais, de destruction créatrice, en fait. Voilà, l'IA, ça va être l'homme augmenté, entre guillemets. Donc, effectivement, comme tu le disais, un certain nombre de tâches très répétitives, à faible valeur ajoutée, vont être prises en charge par l'IA. Et donc, ça va déplacer le travail vers des fonctions à plus de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il y a certains métiers qui sont sans doute menacés de ce point de vue-là. Mais ce qu'on observe quand même dans l'histoire, c'est que, in fine, ça crée de l'emploi vers des tâches qui, effectivement, demandent plus de connaissances, qui sont plus créatives. Et ça, je pense qu'on peut s'en réjouir. Par ailleurs, comme tu le disais également, l'IA, c'est un peu pauvre, entre guillemets, dans la mesure où ça n'utilise que quelque chose de préexistant. Voilà. L'IA ne crée pas au sens de la création au sens ex nihilo, c'est-à-dire voilà. En partant de rien. Et on aura toujours besoin de cette création, on aura toujours besoin de cette avant-garde, toujours besoin de cette inventivité. Sinon, à la fin, imagine le scénario où dans 10 ans, les données que traite l'IA sont à 50% ou plus des données déjà produites par l'IA. Tu vois, dans l'espèce de phénomène un peu cyclique dans lequel on se retrouve, et donc un peu d'appauvrissement. Voilà. Donc soyons positifs. Eh ben, en tout cas, je vous remercie. Sauf si peut-être Alexandre, tu voulais ajouter des choses. Non, juste en termes d'éthique, il y a quelque chose d'amusant qui est fait avec une IA qui s'appelle Grok, qui est l'IA en fait et que tout le monde connaît, qui est celle de X, mais qu'on n'a pas accès en France. Et elle a rajouté une petite dose d'humour. Donc pour avoir moins de biais cognitifs, moins de biais tout court. Elle nous fait un peu d'humour, ça fait peut-être du bien parfois qu'une IA ait de l'humour. Bon, en tous les cas, messieurs, je vous remercie de nous avoir éclairés sur les questions autour de l'IA et de l'éthique. On n'a pas de réponse toute faite, en tout cas, on a des pistes. C'est le fait d'avoir déjà un très bon savoir-être au départ pour pouvoir, j'allais dire, paramétrer, puisque c'est un autre mot que vous avez utilisé, les IA, et qu'elles aillent dans le bon sens, notamment pour éviter
éviter les biais, les discriminations, mais également trouver des lignes directrices en termes d'éthique. Donc merci de nous avoir éclairé sur ce sujet et je vous souhaite une excellente journée et espère vous retrouver très bientôt sur le plateau de The Artificial Intelligence Society. Merci. Merci à toi. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'IA et l'éthique dans la publicité, une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Merci à notre partenaire opérationnel CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.